C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors décidément Emmanuel Macron n'est jamais là où on l'attend. Vendredi dernier, alors que l'on s'attendait à un reconfinement, le Premier ministre annonçait que l'on pouvait encore se donner une chance de ne pas reconfiner. C'était la décision présidentielle. Et hier soir, le chef de l'État a donné une interview surprise à TF1 dans laquelle il annonce ceci. Je vous propose de l'écouter. Dans quelques semaines, c'est-à-dire début mars, nous aurons vacciné l'ensemble des pensionnaires de maisons de retraite, ce qu'on appelle les EHPAD, qui ont souhaité, 80% ont souhaité, ça représente environ 500 000 de nos concitoyens, ils seront tous vaccinés début mars. On aura vacciné largement au-delà de ces établissements, dans cette période aussi, les plus de 75 ans. Nous allons continuer cette stratégie et d'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé, en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin. Bruno Jeudi, tous les Français vaccinés d'ici l'été, c'est une promesse qui peut être tenue cette fois ? Tous les Français adultes, Roselyne. Il a quand même un peu nuancé par rapport à ce qu'avait dit Olivier Véran, qui s'était emballé il y a 15 jours en expliquant que tous les Français seraient vaccinés d'ici le mois d'août. Lui, il fixe une perspective, certes un peu plus lointaine, la fin de l'été, ça veut dire sans doute plutôt le mois de septembre. Les Français adultes, donc on est autour de 45 millions. Il siffle un peu la fin de la récréation parce qu'entre ce qu'avait dit Olivier Véran, le ministre de la Santé, recadré par le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, qui avait dit, lui, seulement 40% des Français seraient vaccinés. Là, on est un petit peu, j'allais dire, dans une cote mal taillée entre les deux, mais qui paraît peut-être plus possible compte tenu des autres annonces qu'il a fait concernant justement les doses de vaccins qui pourraient être flaconnées, embouteillées sur des sites industriels en France. Et puis la perspective d'avoir 700 000 doses à la fin du mois. On a compris que le président avait surtout parlé pour rassurer les Français au moment où cette campagne de vaccination, on va dire, suscite des interrogations, voire des polémiques. Le mois de février va être un mois difficile parce qu'il n'y aura pas beaucoup de gens de vaccinés au mois de février et il faudra surtout attendre. Oui. Ça va monter en puissance en mars. Alors pour produire encore davantage et accélérer la cadence, 4 sites pharmaceutiques en France vont commencer à produire des vaccins anti-Covid dès fin février, début mars. Autre annonce du président, un président qui annonce lui-même les bonnes nouvelles après des jours de polémique sur le retard français et l'absence de vaccins estampillés France. Une pilule dure à avaler pour le pays de Pasteur, David ? Oui, c'est vrai que nous étions au début des années 2000, au tournant du millénaire, un des meilleurs pays, un des pays les plus en pointe sur la biotech, sur l'industrie pharmaceutique. Et là, cette crise agit comme un révélateur, c'est-à-dire que du point de vue à la fois de la recherche scientifique, mais aussi de la production industrielle de médicaments, nous avons chuté de plusieurs rangs. Et dans cette espèce de compétition diplomatique entre les pays sur la recherche et la production du vaccin, on voit qu'on a été quand même dépassé, et notamment par, bien sûr, les Américains, etc., mais par aussi les Russes et les Chinois. Puisque le vaccin russe, hier, a été, une étude d'une revue britannique a validé le vaccin russe, a expliqué qu'il était efficace à plus de 91%. Donc oui, le président, face à ce constat, il essaye de reprendre un petit peu la main et de se montrer les mains dans le cambouis, ou du moins les mains dans les molécules médicamenteuses, en disant d'abord, on va à court terme, on va remédier aux problèmes logistiques d'approvisionnement, parce que c'est vrai que le mois de février, je suis tout à fait d'accord avec Bruno, il va être très dur. On avait annoncé 4 millions de vaccinés, en réalité on n'en aura qu'1 million vraisemblablement, c'est-à-dire moins qu'au mois de janvier. Donc ça c'est très mauvais. Donc le président, voilà, il essaye d'abord de remédier à cette pénurie, à cette carence à court terme, et puis à moyen terme, disons, ou à long terme, il essaye de remettre en route, de remettre sur les rails un embryon de production française. Vous savez, il y a eu beaucoup de débats, notamment au début de la crise, sur la souveraineté, la reconquête de la souveraineté industrielle et notamment pharmaceutique. Voilà, c'est exactement dans cette voie qu'il s'engage. Simplement, sur ces deux points, à la fois à court et à moyen terme, c'est dangereux parce que il y a eu beaucoup de promesses non tenues, notamment sur la vaccination, notamment sur les chiffres de vaccination. Vous citiez Olivier Véran, Bruno, tout à l'heure. Olivier Véran a fait à peu près la même promesse que le président. Donc au mois d'août, si jamais tous les Français qui le souhaitent ne sont pas vaccinés, on viendra lui demander des comptes. Et puis, ensuite, dans quelques mois,
et évidemment, ce sera l'ouverture de la campagne présidentielle, va se poser la question de la réindustrialisation de la France et notamment la reconquête de son industrie pharmaceutique. Oui. Et il faudra dire que nous n'avons été là que pour produire les vaccins des autres ou alors pour les mettre en flacon. Alors, la France se déçoit lorsqu'elle se regarde. On avait loué il y a quelques semaines l'Europe et sa participation dans l'achat commun du vaccin. Mais là, on parle d'un échec également européen dans l'approvisionnement. Donc, ce n'est pas seulement un échec français, c'est aussi un échec européen. Bruno ? C'est vrai qu'on se pose des questions maintenant sur la façon dont a opéré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il y a des interrogations sur la négociation qu'elle a menée. Apparemment, l'Europe, lorsqu'elle a négocié l'année dernière, a fait une bonne affaire en négociant à des prix moins élevés. Mais on a le sentiment aujourd'hui, lorsqu'on regarde les choses d'un peu plus près, qu'en mégotant sur les prix, on a peut-être pris du retard. En tous les cas, à l'arrivée, on voit qu'il y a peu de vaccins pour l'instant en Europe, qu'il y a peu de personnes vaccinées, hormis la Grande-Bretagne. Et pour l'instant, c'est un peu humiliant de voir que pas loin de 400 000 Anglais sont vaccinés par jour et 100 000 Français. Donc, certes, c'est quelque chose qu'il faudra regarder, non pas sur 1 ou 2 mois, il faudra regarder ça sur le temps long, sur 6 mois, sur 7 mois. On est parti pour un marathon plutôt qu'une course de vitesse. Mais c'est pas très encourageant et c'est pas une bonne publicité pour l'Union européenne, même si je maintiens que c'était une bonne idée de faire ça à 27 plutôt que séparément. On a vu qu'avec les masques, c'était devenu quasiment la foire d'empoigne entre les pays qui allaient se piquer quasiment les masques sur les tarmacs des aéroports. Donc c'était la bonne idée. Maintenant, peut-être que c'était pas, j'allais dire, la bonne équipe pour négocier les prix. Et puis, c'était surtout peut-être pas une bonne idée de vouloir faire baisser, mégoter sur les prix, alors qu'on sait bien que la facture du quoi qu'il en coûte est déjà très, très, très élevée. Ouais. Alors, vous le disiez, David, donc votre annonce du président de la République, le vaccin russe, le Sputnik 5, le président a affirmé qu'il avait, il y a quelques semaines, pris l'initiative d'envoyer une mission scientifique en Russie pour pouvoir échanger avec les équipes. Selon lui, les échanges ont été tout à fait positifs. Le vaccin devient-il un objet diplomatique et surtout un nouveau signe de puissance des pays ? Oui, absolument. Je disais tout à l'heure que cette crise a été un révélateur. Eh bien, elle révèle à la fois les capacités de gestion de la crise sanitaire, mais aussi, évidemment, de recherche scientifique, de production industrielle. Donc oui, très clairement, il y a une diplomatie vaccinale, il y a un soft power vaccinal. On le voit avec la Chine, on le voit avec la Russie. Et je constate, puisqu'on parlait à l'instant de l'Europe, que certains pays, qui se situent plutôt dans la sphère d'influence politique russe, eh bien, eux s'intéressent beaucoup au Sputnik et vont l'utiliser, je pense notamment à la Hongrie. Donc évidemment, c'est devenu un nouvel outil de la diplomatie mondiale. Je reviens un petit peu sur le point précédent sur l'Europe. C'est vrai que depuis des années, on constate que l'Europe est impuissante à s'accorder sur quelques sujets que ce soit. J'exagère à peine, les migrants, le budget, la politique agricole commune. Et surtout sur la santé, qui n'était pas son champ, la santé, qui n'était pas son champ d'action. Ouais. J'allais y venir, Roselyne. Effectivement, pour la première fois, l'Europe s'accordait, réussissait à se mettre d'accord pour éviter, comme le disait Bruno, cette foire d'empoigne qu'on avait constatée sur les masques. Et sur un domaine, vous le dites, qui ne relève pas a priori de ses compétences. Donc, c'était bravo quand même. C'était quand même une belle performance. Après, je pense qu'il faut effectivement laisser un peu de temps. Mais effectivement, il y a eu le souhait de réduire les coûts. Mais il y a eu aussi, il faut le dire, d'abord, une absence totale d'accompagnement financier de la recherche, ce qu'ont pas fait le Royaume-Uni, ce que n'ont pas fait les États-Unis. Eux, il y a eu beaucoup d'argent investi. Nous n'avons pas du tout fait ça. Donc, nous avons été peut-être un petit peu près de nos sous. Et puis, quand vous regardez le contrat, le fameux contrat qui est signé avec AstraZeneca, effectivement, il y a peut-être des vis qui n'ont pas été suffisamment serrées. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes d'interprétation sur les obligations de fourniture. Donc, moi, je trouve qu'il faut quand même saluer cet accord de l'Europe,
Mais voilà, il va falloir maintenant rétablir un petit peu les choses dans le droit chemin. Un mot, Bruno, pour terminer sur la question que je posais à David sur ce vaccin qui devient bien sûr un objet diplomatique et les deux pays qui ne sont pas les plus démocratiques du monde, la Russie et la Chine, ont évidemment leur propre vaccin et c'est une sorte de soft power en réalité. On a un peu ricané quand on a vu Vladimir Poutine annoncer qu'ils étaient les premiers à sortir un vaccin. Et puis depuis que The Lancet le consacre comme un des vaccins les plus efficaces au monde, on ricane nettement moins, à tel point que Angela Merkel, elle, a déjà accueilli la perspective de vaccins russes à bras ouverts, proposant même d'en acheter, voire d'en produire sur son territoire. Donc on voit qu'il y a quand même une différence d'appréciation entre la France et l'Allemagne. Emmanuel Macron était plus prudent hier, renvoyant encore aux autorisations qui sont d'ailleurs nécessaires. Mais on voit il risque d'avoir une différence d'appréciation entre les Allemands et les Français sur le fameux Spoutnik qui nous a fait rire et qui nous fait rire jaune aujourd'hui compte tenu de l'humiliation que subit la recherche française. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve donc la semaine prochaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans Politique à 17h10 demain avec Jean-Marie Colombani et nos invités. Merci à tous et à très vite.